Mesdames et internautes de Dabaro TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. Ce matin, nous recevons pour vous le politologue Richard Boni-Ourou. Avec lui, nous parlerons de sa fondation, la fondation Terre Terrienne. Nous parlerons également de son mouvement, le mouvement libéral porté sur les fonds baptismaux il y a quelques mois. Nous allons faire également un tour en politique pour avoir son regard sur la gouvernance actuelle avec justement la révision de la Constitution annoncée il y a quelques jours par justement le président de l'Assemblée nationale. Richard Boni-Ourou, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Cette émission sera justement sera co-animée par mon confrère Barnabas Oroukuma et moi. Barnabas, bonjour. Bonjour Ismaël Balogou. Richard, bonjour. Bonjour Barnabas. C'est un plaisir pour nous d'être le premier plateau bénin qui vous reçoit. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur Dabaro TV. Alors, beaucoup de Béninois connaissent Richard Boni-Ourou à travers ses prises de position, à travers ses analyses, à travers ses interventions, à travers ses actions sur toute l'étendue du territoire national. C'est qui Richard Boni-Ourou en réalité? On parle d'un Bénino-Canadien, on parle d'un politologue. De vous, de votre bouche aujourd'hui, dites-nous, qui êtes-vous? Merci Barnabas. Et déjà, je voudrais remercier toutes ces Béninoises et Béninois qui m'ont soutenu tout le long de cette année où je ne suis pas rentré au pays. Je voudrais rappeler que nous avons réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire rester à l'étranger, faire des actions et se faire connaître par la majorité des Béninois et avoir un soutien fort d'une jeunesse, ce qui ne nous avait jamais vu. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est la preuve que le passé est en train d'être dissolu. Les habitudes du passé sont en train d'être dissolues et que les jeunes Béninois et Béninoises aujourd'hui veulent s'engager activement dans la politique, dans le raisonnement qui sous-tend aujourd'hui leur développement. Et c'est quelque chose que je voudrais saluer d'abord pour le peuple béninois tout entier et aussi à l'égard de la jeunesse qui se conscientise davantage. Alors, qui est Richard Boni-Ourou? Malheureusement, je ne suis pas grande chose. Je suis juste un compatriote très soucieux de l'avenir de mon pays. Je suis un enfant de pauvre. Ma mère vendait du charbon. J'étais son comptable. Et je marchais 16 km par jour pour aller de Jéricho au CEG Bégamin pour étudier avant les grèves. Donc, j'ai connu beaucoup de bas. Et à partir de là, je suis réfractaire à l'injustice. Je suis réfractaire à toute forme de déséquilibre. C'est ce qui m'amène à dire mes opinions, à critiquer quand c'est mal fait et surtout à donner mon avis quand c'est dans la droite ligne de mes compétences. La majorité des critiques que je fais sont suivies de propositions automatiques. Absolument. Je ne fais aucune critique sans proposition. Et la plupart du temps, c'est dans mes compétences. Questions politiques, questions économiques. D'accord. Maintenant, si c'est pour savoir si je suis opposant ou mouvancier, je pense que ces termes-là sont des termes purement hypocrites et politiques. D'accord. Moi, je suis avant tout béninois. D'accord. Jeune, soucieux du devenir de notre pays et qui veut aider les jeunes béninois, les béninoises et béninois qui viennent vers moi à réussir, à parler d'eux-mêmes, à savoir les intérêts et à militer. D'accord. Alors, soucieux de la jeunesse, vous avez mis sur pied la fondation Terre Terrienne. Dites-nous aujourd'hui pourquoi cette fondation est née et quelles sont les actions que vous avez menées. Merci. Cette fondation, elle est née de la réflexion que l'entrepreneuriat, qui est aujourd'hui le socle d'une économie diversifiée, est en train les jeunes sont en train de s'embourber là-dedans. N'importe qui se lève juste parce que son camarade a réussi dans un domaine, va faire pareil. Ou dit, regarde la télévision, regarde Internet, voit qu'il y a un système qui marche, qui ne sait pas s'il s'agit juste d'un challenge qui va se diluer tout de suite avec l'évolution, qui s'embarque dedans. Alors, les jeunes se perdent le pied dans cette question d'entrepreneuriat qui est le domaine assez large. Donc, la nécessité de mettre en place cette fondation pour aider les jeunes
à comprendre d'abord ce que c'est que l'entrepreneuriat, à mettre en œuvre des plans d'affaires qui sont en lien droit non seulement avec leur capital, et aussi avec les valeurs qu'ils portent, et qu'ils savent percer le besoin et y apporter une solution. Tant que vous ne connaissez pas le besoin qui existe, vous ne pouvez pas apporter de solution. Or, entreprendre, c'est déceler le besoin et y apporter des solutions. Donc, nous avons décidé, grâce à la Fondation Terrienne, de former d'abord des jeunes. Donc, j'ai lancé une campagne de formation à l'endroit des jeunes, qui est une campagne de formation itinérante, qui fait plusieurs villes pour former des jeunes. Et ensuite, maintenant, nous mettons une cagnotte modeste à la disposition de ces personnes pour entreprendre quelque chose et nous faisons un suivi. D'accord. Alors, le projet d'entrepreneuriat pour les jeunes, vous en avez parlé. Dites-nous combien de personnes ce projet a impacté concrètement et quelle est la suite de ce projet que beaucoup de Béninois ont porté, nous avons vu. Le projet au jour d'aujourd'hui, a financé pas mal de 350 personnes. D'accord. En termes de financement direct. Direct. En termes de formation, donc apport intellectuel, nous avons formé 535 jeunes. D'accord. Maintenant, concrètement, ce que nous suivons, parce qu'il y a ceux que nous avons formés qui sont partis, puisque malheureusement, pour faire le suivi derrière, il faut une grosse logistique. Et qui parle de grosse logistique dit un moyen financier colossal, puisqu'il faut payer les experts. Les formations déjà me coûtaient 5 500 000 par mois, qui étaient sortis sur fonds propres. Donc, pour le suivi maintenant, il faut encore payer des experts, parce qu'on devait aller graduellement. Donc, à chaque niveau, le niveau d'expertise augmente, et si ça augmente, la rémunération suit. Bon. Donc, il faut une grosse logistique. Et moi, je suis toujours dans le souci de bien faire. Dans ce sens que je ne veux pas mettre 100 personnes, 200 personnes dans une salle et leur donner une formation. Finalement, ce serait un bavardage. Bon, pour arriver à faire un suivi de 535 personnes, il faut qu'il y ait des groupes qui soient créés, donc ce qui fait dire plus de travail pour l'expert et la rémunération. Je n'ai pas la prétention d'avoir ces moyens-là, surtout que je ne suis pas subventionné. Donc nous avons pris 25 personnes aujourd'hui que nous suivons ardemment, qui font des progrès, nous avons des résultats qui nous rendent fiers. D'accord. Là, c'est dit quand même que vous avez pris en compte plusieurs jeunes pour quand même leur autonomisation. Et de la Fondation Terrienne au mouvement libéral, Richard Bonovo, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous posez la question comme si, entre-temps, il y a eu un gros changement ou que de Fondation Terrienne, on a changé totalement de cas. Non. La Fondation Terrienne, le mouvement libéral, il y a un lien. Le lien, c'est que il y a toujours la question économique, la question des droits, la question de l'efficacité dans le domaine commercial. Le libéralisme a plusieurs variantes, dont le libéralisme économique, politique aussi. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? À un moment donné, nous avons compris que, quoi qu'on dise, il y a la politique qui intervient toujours. Le fait que nous soyons assis ici, la politique intervient. Si demain matin, on peut dire, plus de plateaux, où on a eu la belle preuve avec la Covid-19, où plus personne ne devait sortir. Donc, jusqu'à ce niveau-là, la politique régit nos vies. Par conséquent, nous nous sommes dit, pour que la fondation que nous avons mise en place, pour que l'entrepreneuriat puisse exceller et que nous ayons des résultats, il faut que nous venons maintenant avec un projet libéral qui va inciter nos gouvernants à mettre en œuvre des réformes libérales, autant dans le domaine économique que dans le domaine politique, pour que cette diversité-là que nous prenons puisse avoir lieu et pour que les jeunes, parce qu'aujourd'hui nous avons un système de monopole qui n'est pas favorable
à l'entrepreneuriat. Puisque si nous avons quelques secteurs économiques qui sont florissants et que ces secteurs-là sont déjà monopolisés par quelques gens. Vous voulez parler de quoi concrètement? Quels sont les secteurs qui sont monopolisés dont vous faites allusion? Beaucoup de secteurs. Il y a par exemple le secteur de l'acajou qui récemment, il y a eu toute une polémique autour que ça a été monopolisé. Je ne sais pas exactement par qui, mais il se dit que ça a été monopolisé. Il y a le secteur du coton par exemple, qui a un monopole là-dessus. Or, il y aurait pu y avoir des sous-traitances et tout ça. Donc, la question n'est pas de venir dire que tel est coupable ou tel autre est coupable. C'est un système complet qu'il faut arriver à réformer pour l'ajuster et lui donner des valeurs libérales qui permettent que notre économie soit diversifiée et que les jeunes gens qui entreprennent puissent avoir des débouchés. Vous ne craignez pas de l'anarchie lorsque le libéralisme atteint un certain niveau? Parce que lorsqu'on dit vous êtes libre de faire certaines choses, ça peut engendrer du désordre, de l'anarchie. Est-ce que vous ne pensez pas que le système actuel permet de contrôler chaque secteur parce qu'on sait qui intervient dans le secteur et lorsqu'il y a problème, on sait à quel niveau précis où il faut toucher? Dans ce cas, pourquoi est-ce que nous disons que l'État doit libéraliser le secteur du soja, par exemple? Puisque c'est parce que l'État intervient dans le secteur du soja qu'il y a cette polémique-là. Donc, non, le libéralisme n'est pas de l'anarchie. Au contraire, c'est que laisser chaque personne trouver ses intérêts et se battre pour. Ce n'est pas de l'anarchie. C'est parce qu'il y a un semblant de libéralisme aujourd'hui que nous sommes sur ce plateau. Autrement, ce serait l'ONTB qui aurait à elle seule le monopole des activités comme d'information et de communication et tout le reste serait assis à regarder l'ONTB. Mais à partir de 1990, le système qui devait être libéralisé et voilà comme on appelle, un des bénéfices. Nous sommes sur ce plateau qui vous appartient, vous êtes un entrepreneur privé. Donc, ce que nous voulons, c'est que nous ne disons pas que l'économie n'est pas libéralisée, mais il faut davantage la libéralisation pour que les jeunes gens puissent davantage avoir, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, parce que nous n'avons pas une économie totalement libéralisée et que plusieurs secteurs sont caporalisés, sont monopolisés, c'est ce qui fait que quand les gens gagnent de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre tout leur argent dans du béton. Aujourd'hui, l'État est le seul pourvoyeur de services, de marché. Or, ça ne devait pas être le cas. L'État n'est pas riche en temps normal. Ce sont les individus qui sont riches dans une société. Donc, il faut plus de libéralisme, il faut davantage libérer, donner plus de droits aux gens pour faire leurs affaires, créer leur business, être ingénieux. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai été choqué quand j'ai vu récemment, on est allé trouver des jeunes gens qui sont sur TikTok et on dit, bon, c'est de la, excusez-moi le terme, c'est de la putanerie, machin, je dis, voilà un État qui n'arrive pas à créer assez d'emplois pour les jeunes, et les jeunes essayent de se débrouiller avec TikTok, faire des vues pour créer une activité il fallait juste trouver le moyen de réformer cette activité-là pour que non seulement elle crée de la valeur pour les jeunes, mais que les jeunes aussi puissent payer en contrepartie des impôts ou des taxes à l'État, pour que l'État puisse prendre ces taxes-là et gérer ça dans le social, comme créer des emplois intermédiaires. Voilà pourquoi est-ce que nous pensons que le libéralisme n'est pas loin de ce que nous sommes. D'accord. Le mouvement, le libéral est né. Nous avons vu à Dassa ce qui s'est passé. Il est bon d'avoir une idée, mais l'autre chose, c'est de pouvoir faire adopter cette idée par le plus grand nombre. Alors, quelle est la politique que vous mettez en place pour que le libéral ne soit pas que chez vous, chez un groupuscule, mais que tout le Bénin puisse comprendre cette idéologie et l'accompagner? Qu'est-ce qu'elle fait comme action aujourd'hui? Je ne serai pas précis, je vais d'arriver. Vous aurez tout le temps. D'accord, mais dites-nous un peu. Il y a des internautes qui voudraient adhérer, qui aujourd'hui attendent de savoir qu'est-ce qui est prévu, comment on peut y adhérer et autres. Je suis certain qu'après les explications de tout ce que je viens de dire, certaines personnes sont
bien intéressés, nous avons un siège à Cotonou. D'accord. Nous aurons un site web qui sera... Il ne faut pas oublier que le mouvement libéral vient d'être né il y a à peine 2 mois. Oui, oui. Donc nous avons un site web qui sera inauguré à la fin de ce mois. Parce que, vous savez, moi j'ai le goût de faire les choses correctement. Ah oui. Bon. Le site web, il sera inauguré plus tard, la fin de ce mois. Oui. Et les gens pourront adhérer comme ils veulent. Il y aura, vous savez, j'aime beaucoup la communication. Ah oui. Donc, il y aura beaucoup de capsules pour expliquer le libéralisme. Oui. Nous allons envoyer des hôtesses dans les villes, des campagnes pour expliquer. Il y aura des forums qui seront créés. Quand je parle de forum, je ne parle pas de WhatsApp, mais je parle des forums sociaux qui seront créés pour débattre du libéralisme. Parce que moi, je crois au débat. Je ne crois pas à la violence. D'accord. Nous allons faire des choses comme ça. D'accord. De la Fondation Terrain au mouvement libéral, nous intéressons à présent sur le terrain politique. Richard Boniorou, dites-nous, quel est votre regard de la gouvernance actuelle? Je pense que c'est une question à laquelle j'ai déjà beaucoup débattu de cette question. Mon avis sur la question, elle a certes évolué au fil du temps, et il faut être idiot pour ne pas évoluer. Mon avis a beaucoup évolué, parce que, vous savez, moi, je ne débat pas des personnes, je débat des idées. Et la plupart du temps, quand il y a des décisions qui sont prises et qui sont contraires à mes valeurs, je les critique, j'apporte des solutions pour que... Parce que je lis beaucoup, comme je vous l'ai dit, moi j'ai subi beaucoup d'injustices dans ma temps de jeunesse, des inégalités, donc je suis toujours aux côtés des populations. Donc, toutes mes réflexions sont pour que chaque idée qui soit mise en place dans le domaine politique soit au bénéfice des populations et non au bénéfice d'un petit groupe. Donc, quand c'est le cas, je m'insurge la plupart du temps et j'apporte des corrections. Je suis heureux de remarquer que certaines fois, quelques jours après, j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent « Ah, on dirait que ton idée dont tu as parlé a été prise en compte. » Ça fait plaisir. Ça veut dire que quelque part, il y a un peu de l'écoute. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que les choses ont évolué. Il y a le débat sur l'économie, la question du soja, par exemple, où je trouve déplorable que l'État qui devait sécuriser le territoire devient un État qui vandalise le territoire parce qu'on met des blocs de pierre pour empêcher les gens. Et c'est pourquoi j'appelle à plus de libéralisme. Que l'État mette en place plus de réformes libérales. Je comprends très bien la politique. C'est-à-dire que l'État veut forcer les populations à participer à l'effort collectif. C'est-à-dire, donnez vos produits, nous allons transformer sur le territoire pour que les bénéfices aillent au territoire. Donc, c'est comme on impose une sorte de patriotisme économique aux populations. C'est une bonne chose. Je ne suis pas certain que les populations soient réfractaires à ce patriotisme économique-là. Mais il faut leur expliquer où est-ce que vous les amenez. Je pense que c'est le déficit de communication, le fait de donner l'impression de mépriser les populations, de ne pas les considérer et de leur imposer ce qu'on veut, qui crée la plupart du temps ces malentendus et qui désengage les populations. Parce que quand on regarde à l'intérieur l'objectif qui est poursuivi, le but auquel nous voulons aboutir, on trouve qu'il y a peut-être du bon sens. Il est de bon temps que nous puissions commencer par transformer nos produits sur le territoire et que ce qui nous apporterait beaucoup plus d'avantages de revenus que nous allons prendre pour payer les dettes, comment on appelle, faire du social, avoir comment on appelle, un État qui est aux côtés des populations. Mais il faudrait que la vision soit comprise. Il faudrait qu'on explique aux populations, pas qu'on envoie juste
un porte-parole qui est le seul qui parle. Il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui, malheureusement, il y a un déficit. Donc, il y a un déficit d'inclusion du fait de la langue. Il y a une barrière linguistique qui existe entre nous parce que du fait de la colonisation, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire ici n'est pas forcément compris par la majorité des Béninois. Donc, il faut que l'État arrive à élaborer un plan de communication élargi qui inclut l'ensemble des langues qui sont parlées sur notre territoire pour que l'information aille. Et c'est la seule façon dont vous pouvez procéder pour réduire les fake news ou les manipulations de l'information et autres qui sont à la base des frustrations et qui suscitent la violence. Oui, mais vous parlez de communication. Nous avons vu le chef de l'État sortir près de 3 fois en un mois presque. Il a reçu les démocrates, il est passé devant l'Assemblée nationale et il a été également reçu sur un plateau de l'ORTV. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef d'État a peut-être compris qu'effectivement il manquait d'informations au peuple béninois et il a décidé enfin de sortir? Le chef d'État n'est pas un communicant. Vous savez, il n'y a pas de diplôme à détenir pour être président de la République. Il faut juste avoir une vision qui est partagée par l'ensemble des gens. Et tout le monde peut avoir une vision. Les idées, chaque personne qui est dans cette salle a une idée. Même si qu'elle ait un diplôme, qu'elle soit ou pas. Le président de la République a toutes les bonnes qualités que nous nous connaissons, mais il ne sait pas communiquer. Il y a la plupart du temps, selon ce que je vois, il y a toujours une distorsion entre sa pensée et sa parole. C'est-à-dire que sa parole ne libère pas fidèlement sa pensée. Donc, ce on attend de lui qu'il nous dise, finalement, il parle la plupart du temps comme un chef d'entreprise qui parle lors d'un conseil d'administration. Or, il y a une différence entre parler comme ça et parler au peuple. C'est ce qui fait qu'on demande souvent au chef d'État d'être entouré de bons communicants. Et dans ce sens... Mais il y a le porte-parole du gouvernement qui fait cet exercice. C'est un journaliste qui n'est pas un communicant. Mais il fait cet exercice d'expliquer. C'est ce que je dis. Il explique, il ne peut pas... Malheureusement, c'est un travail colossal pour lui. Il ne peut pas... Ok, nous sommes aujourd'hui ici à Parakou. Oui. Monsieur Léon Mouledi ne peut pas être à Parakou. Non. Il ne peut pas être à Porto-Novo. Oui. Il n'a pas le don d'ubiquité. Il ne peut pas être partout à la fois. Bien sûr. Donc, d'où le besoin d'établir la plupart du temps, selon chaque enjeu, un plan de communication validé par les instances décisionnaires et qui est élargi à l'ensemble des populations. Comme je disais tout à l'heure dans le cadre de Libéral, créer des forums permanents à l'intérieur de la population, au sein desquels on débattra de chaque enjeu qui fera l'objet d'une décision plus tard. Et qu'on recueille l'avis des gens, qu'on va consolider et sortir un document synthétique. D'accord. Comme nous parlons du chef d'État, restons-y. Il refuse catégoriquement d'accorder le pardon à Rekia Madougou. Il refuse la libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques. Qu'est-ce que sa réponse au président Boni Yayi et à toute la délégation du Parti des démocrates, qu'est-ce que cela vous a inspiré comme analyse? Je pense sincèrement que dans ce dossier, je suis la mauvaise personne à en parler. Pour la simple et unique raison que toutes les personnes dont vous venez de citer les noms, je ne les connais pas. Je n'ai jamais rencontré de ma vie. Oui. Monsieur Aïvor, je ne l'ai jamais rencontré. Tout le reste, la seule personne que j'ai rencontrée une fois de ma vie, c'est monsieur Koné. D'accord. Que j'ai rencontré à Montréal. D'accord. Tout le reste, monsieur Yaïboli et tout le reste, je ne les ai jamais rencontrés. Mais j'ai pris position pour chacun d'eux. J'ai combattu pour chacun d'eux quand j'ai comme l'impression qu'ils subissent une injustice. Oui. Sur la question du pardon, je vais être clair et je vais le dire. Quitte à ce qu'on ne me comprenne pas, mais je le dirai.
je ne crois pas que dans un dossier tel que dossier judiciaire, qu'on aille demander à une autorité d'accorder le pardon. Parce qu'en faisant ça, nous ouvrons la boîte de Pandore. Parce qu'il serait injuste que nous disions qu'il faut un état de droit, qu'il faut de la démocratie, et qu'à chaque fois que ça gère nos causes, nous demandions en même temps qu'on fasse entorse à cet état de droit, que nous revendiquons de tout feu tout bois, qu'on fasse entorse à cette démocratie, que nous revendons de tout feu tout bois, et nous disons à la personne, écoute, nous réclamons ta clémence sur tel dossier. Vous ne trouvez pas que c'est incohérent, c'est asymétrique, quand en même temps, nous lui disons, accorde ton pardon sur un tel dossier, et nous lui disons, mais si sur les autres dossiers que toi tu as commis là, nous allons, quand tu vas descendre, nous allons te poursuivre. Mais la symétrie. Alors, il y a un paradoxe, il y a une incohérence. Moi, ce que je dis, et je répète, j'aurais été l'ancien président Yahi Boni et sa délégation, j'aurais dit, puisque vous dites que Mme Madougou a été injustement a été incarcérée pour des faits de tentative d'assassinat et autres, sauf votre respect, nous vous demandons d'instruire le procureur pour que demain matin, il fasse une conférence de presse et mette à la disposition de la presse toutes les preuves qui prouvent sur lesquelles la justice est basée pour condamner à 20 ans d'emprisonnement. Et à la base de ces preuves, les populations vous comprendront mieux vos positions et auront de la sympathie pour vous. Mais autrement, si vous pensez qu'il y a une ambiguïté au niveau de ces preuves et que vous n'en êtes pas assez sûr et que vous pensez qu'il y a peut-être une seule ombre d'erreur, qui a une part de doute, le doute doit bénéficier à l'accusé. Par conséquent, nous vous supplions, puisque vous en avez les prérogatives, de demander la réouverture de tous les dossiers. La réouverture du procès de Mme Madougou, la réouverture du procès de toutes les personnes que nous pensons qu'elles sont injustement incriminées. Et qu'on revoue ces procès-là, que ces procès se passent de la façon la plus transparente. Ça nous permettra de ne pas ouvrir la boîte de Pandore pour ne pas que demain, parce que nous avons pardonné tel aussi doit être pardonné, et que nous ne cultivions le pardon à la place de la justice. D'accord. Alors, donc, vous n'êtes pas d'accord avec tous ceux-là qui s'alignent dans le sens du pardon, tel que l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Lo, qui lui aussi dit que la gouvernance, la politique est faite de pardon. Je ne sais pas dans quel contexte est-ce que c'est lors d'un entretien l'ancien président, M. Théodore Lo, que je respecte beaucoup pour son intégrité intellectuelle, a fait cette déclaration. Mais je pense qu'il y a une erreur quand même qu'il faut relever. Parce que la politique n'est pas faite de pardon. Pourquoi est-ce que les politiciens se pardonneraient? Non, il n'y a pas de raison pour que les politiciens se pardonnent. Parce qu'ils ne se forcent pas. Ils sont des humains. Ils ne se forcent pas. Ils débattent de projets. Ils ne se tapent pas dessus. Ils ne se cognent pas la tête. Il ne devrait pas y avoir de violence dans le milieu politique. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison qu'on pardonne quelqu'un dans le domaine de la politique. Mais en politique, on parle d'alliance, on parle de coalition, on parle de convergence, on parle de consensus. Mais on ne parle pas de pardon en politique. De pardon en politique, parce qu'il ne devrait jamais y avoir de la violence, il ne devrait jamais y avoir des heures, des abus contre des gens en politique pour qu'on vienne demander. Il n'y a pas de crime en politique pour qu'on demande de pardon. Donc dire que la politique est faite de pardon, il y a comme une erreur qu'il faut relever. Je ne sais comment pas le format dans lequel il a dit ça, mais je pense que pour les étudiants qui vont l'écouter,
il faut que ces étudiants-là sachent que, comme tout être humain, leur professeur a fait une erreur et qu'il n'y a pas de pardon, mais qu'il y a peut-être des alliances, des convergences, des consensus et autres coalitions. On parle justement des démocrates et Chaboniro. Dites-nous, quelle est votre relation aujourd'hui avec l'opposition béninoise? L'opposition béninoise, Notamment les démocrates. les démocrates, je les aime bien. Ils animent la vie politique, autrement, elle serait monotone. Ils font leur travail. Nous leur demandons de faire davantage. Davantage veut dire avoir un projet législatif clair, débattu avec les populations, inclure dans leur projet législatif des partis sociaux et économiques, que ce ne soit plus pas seulement une raison qu'on n'ait pas l'impression qu'il n'existe que pour parler de libération ou de machin, parce que de retour des la libération des détenus politiques et des exilés politiques doivent être inclus dans un projet politique relatif à la stabilisation de la démocratie. Mais elle ne doit pas être le projet lui-même. Elle doit être inclue elle peut être inclue dans un ensemble d'actions, dans un projet sur les réformes démocratiques. Et dès que ces projets aboutissent, dès que ces réformes aboutissent, automatiquement, elles vont produire des résultats, dont un des résultats seront, comme on appelle, la relaxe des personnes impliquées dans des actions politiques et autres. Sinon, ce serait injuste qu'on ne demande que 2-3 personnes soient libérées, et alors qu'il y a des centaines de personnes qui coulent en prison. Ici, j'ai beaucoup de sympathie pour les personnes qui sont en prison. Alors, M. Richard Bonimoro, la révision de la Constitution a été agitée ces derniers temps. Nous avons également suivi votre avis par rapport à ce sujet qui tient à cœur les Béninois. Le président de l'Assemblée nationale, au détour d'une séance entre les présidents des institutions et le ministre Gadesso, a évoqué cette question. Et vous, quel est votre avis par rapport à la révision de la Constitution? Vous pensez que nous pouvons réviser la Constitution dans cette période à 2 ans de la fin du mandat du chef de l'État, qui avait promis un mandat unique, mais qui est venu faire un deuxième mandat et qui est à l'orée de la fin de son mandat et agite une révision de la Constitution? Ce n'est pas la période qui décide de la nécessité de réviser une Constitution. D'accord. C'est la nécessité. OK. Donc la question, pour la reformuler, c'est: est-il nécessaire en ce moment de réviser la Constitution? Bien sûr. Je pense que la révision de la Constitution, elle est nécessaire, elle est importante. D'accord. Elle était nécessaire depuis même. Pour que nous ayons une Constitution qui fasse corps avec nos attentes d'aujourd'hui, avec notre époque. Oui. Parce que vous pensez que la Constitution actuelle est dépassée? Je ne pense même pas qu'elle ait vraiment existé dans un contexte démocratique. Parce que ce qui était reproché à Mathieu Kérékou, c'était que tous les pouvoirs, lui, étaient concentrés dans ses mains. Donc il a commencé à en abuser. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Il y a la Constitution qui est là, comme on appelle la loi sur la décentralisation, ne respecte même pas le vote des citoyens qui, en temps normal, le vote est souverain. Alors, si, après avoir voté, les communautés décentralisées, par exemple, à Parakou ici, si, après avoir voté pour le maire que vous connaissez, qui est votre gars, dont vous connaissez les valeurs, après avoir voté pour lui, ce soit le chef de l'État, en conseil des ministres, qui peut révoquer. Ça devient une nomination. Je n'ai vu nulle part, dans un régime démocratique, que le président de la République puisse révoquer un maire démocratiquement et souverainement élu. Donc, il y a beaucoup de contre-valeurs démocratiques dans cette constitution-là. Et il est peut-être arrivé un moment où il faut voir d'un côté l'état de nos finances et peut-être y inclure aussi, comme on appelle, l'obligation d'aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue beaucoup. Beaucoup d'emplois
vont finir dans les années à venir. Beaucoup d'emplois. Absolument. Les emplois d'avocats, par exemple, n'existeront plus. Il y aura des intelligences artificielles qui vont donner des consultations. Les emplois, certains emplois de médecins, les psychanalystes, les psychologues, tous ces emplois-là seront remplacés par des IA, par des intelligences artificielles qui vont scanner une personne, et puis débattre. Et puis parler avec elle. Et mieux même parler avec elle que l'être humain. Parce que ces intelligences artificielles ne pourront pas juger la personne. Donc elles seront totalement neutres dans leur travail. Donc, et il y a cette transition-là qui va à un rythme très rapide. Le monde évolue de façon rapide et le monde devient très petit. Mais nous, où est-ce que nous en sommes? Comment est-ce que nous arrivons à nous adapter à ce monde-là? C'est là toute la difficulté. Facilement aujourd'hui, vous pouvez vendre vos produits sur les réseaux sociaux et autres. Oui. L'habitude informatique, est-ce que nos populations l'ont? Ils ne l'ont pas. Non. Alors, donc, il y a beaucoup de choses qui découlent de l'éducation primaire, qui découlent du fait que vous parlez français. J'ai toujours dit aux gens, et partant de ma propre expérience, que si vous arrivez à comprendre la langue dans laquelle vous étudiez, vous avez compris ce que vous voulez étudier à 50%. Moi, récemment, quand je suis allé à la faculté d'économie, je détestais les mathématiques. Mais détestais. Vous savez comment est-ce que j'ai fait les mathématiques? Non. Juste parce que, quand j'ai des exercices, je donne le dictionnaire à côté. Et chaque mot, je le comprends sous sa forme intégrale et autres. Et j'arrive, quand je vois au sens figuré, au sens machin, j'arrive à comprendre en même temps le sens qui est employé dans l'exercice. Et avec un peu d'intelligence, je résous les opérations. Alors, la Constitution, est-ce qu'il faut la réviser? Si oui, quelles devaient être les dispositions à prendre pour réviser cette Constitution? Il n'y a pas de grande disposition à prendre pour réviser une Constitution. La Constitution, c'est le vœu, le souhait de chacun de nous qui est inscrit là-dedans. C'est comme la Bible chez les chrétiens. Vous ne pouvez pas vous lever un matin aujourd'hui, la preuve, quand le pape, de façon unilatérale, a dit a demandé que les prêtres bénissent les couples de même sexe. Comme la décision n'a pas fait consensus, il y en a qui se sont désolidarisés de cette décision-là. Oui. C'est un peu ça la Constitution aussi. Parce que chacun se l'approprie. Chacun se dit, c'est mon destin qui se joue là. Oui. Et mon destin, s'il doit se jouer quelque part, il faut que, de façon indirecte, au moins, je sois impliqué. Donc, ce qui suppose un peu de communication élargie aux populations, donc des débats, comme je dis, dans des forums, des concertations dans les langues locales. Une constitution, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève du jour au lendemain et qu'on s'en va réviser comme si on écrivait une loi pour régler un problème imminent. C'est toute une planification, c'est une procédure. Donc, il faut respecter la procédure pour ne pas mépriser la population, créer des frustrations qui plus tard vont déboucher sur beaucoup de... Alors, vous ne craignez pas que le chef de l'État veuille prolonger son bail, qu'il veuille réviser pour rester encore plus longtemps au pouvoir? Vous ne le craignez pas? J'ai la naïveté de ne pas douter de sa bonne volonté. D'accord. Je pense que après un mandat à polémique, après un deuxième mandat plutôt à polémique, il est aujourd'hui assez responsable et il n'a pas arrêté de marteler qu'il s'en va à son second mandat. Oui. Il l'avait fait, il avait dit que c'était l'unique mandat, le premier mandat. Oui, mais je vais dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire. D'accord. Il y a eu une révision constitutionnelle qui a été rejetée sans qu'on ait compris. Et il se dit que dans cette révision, dans la mouture de cette révision constitutionnelle qui a été rejetée totalement sans qu'on ait lu et compris, qu'il était inscrit le mandat unique. Malheureusement, je pense que le chef de l'État a pris ce rejet-là personnel, avec beaucoup d'émotions. Et aujourd'hui, il s'en venge.
C'est ce qui l'a poussé à faire le deuxième. Ce qui l'a poussé à faire le deuxième contre Vanzemari. Il dit, comme c'est moi que vous ne voulez pas voir, puisque la Constitution me le permet, Je reste. et que la Constitution, ce n'est pas ma parole, eh bien, je vais faire le second mandat et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Mais, même si je déplore cet état de fait, parce que un chef de l'État, c'est un peu comme Dieu, il ne devrait pas avoir les émotions, parce que si un chef d'État commence à avoir les émotions, il peut commettre beaucoup de dégâts. D'accord. Mais je pense que j'ai la naïveté de croire aujourd'hui qu'il ne faudra pas faire un second mandat. Pour vous, Patrice Talon ne reviendra pas en 2006, et nous parlons justement de la présidentielle de 2006. Richard Boni, on retient quoi maintenant pour les élections présidentielles de 2006? Nous sommes en 2024. 2 ans, pas de nous. Il reste 2 ans. J'ai suivi Emmanuel Macron en France, qui, à 1 an des élections, a mis en place un mouvement qui a pris le pouvoir. Donc, je viens à peine de rentrer au pays. Permettez-moi de manger. Et comme nous parlons de votre retour au pays, beaucoup vous croyez en exil, comme beaucoup d'autres pays noirs, et parce que vous êtes longtemps resté hors du pays pour intervenir, pour agir, et subitement vous voir au Bénin. Il y a eu des conciliabules avec le pouvoir pour que vous rentriez, ou bien pourquoi vous êtes rentré et pourquoi maintenant? Je ne suis personne. Pourquoi est-ce que Patrice Talon s'intéresserait à moi? Moi, non, je ne suis personne. Non, mais Richard Boni aujourd'hui n'est pas personne. Vous êtes connu sur le territoire national, vous avez des actions, vous avez des prises de position que même ceux qui sont au pays, qui se déclarent vraiment de l'opposition, n'ont souvent pas. Et la rumeur sur votre exil tout à l'heure a fait le tour de Je vais clarifier ça. D'accord. Je n'ai jamais été à l'exil. Ah bon? Je suis Canadien. D'accord. Je suis béninois d'origine. J'aime mon pays, j'aime le Bénin, mais j'ai la nationalité canadienne. D'accord. Ma femme et mes enfants vivent au Canada. D'accord. Il y a un qui est là même avec moi. Oui. Vous verrez que son passeport est canadien. Il est né canadien. Je suis canadien. Je vis au Canada. Je travaille au Canada. J'ai mes mandats professionnels au Canada. Donc, je ne suis pas en exil. D'accord. Et La quand vous venez en Afrique, je vais en venir. D'accord. Je reste au Togo. Oui. Parce que si vous allez aujourd'hui dans le registre du commerce togolais, j'ai une société au Togo qui s'appelle Nafi International SAL, qui va commencer par produire de la tomate en boîte d'ici là, parce que nous avons des hectares de terrain. Ça, c'est une publicité que Dabaru TV va facturer. Donc, j'aime faire là-bas. D'accord. Et comme j'aime beaucoup faire du social, je dois gagner beaucoup d'argent. D'accord. C'est vrai. Donc, je cherche de l'argent. Je préfère m'asseoir là où j'ai mes activités. Pourquoi décider d'implanter cette entreprise au Togo? Il y a la question de l'opportunité fiscale aussi. Ok. Il faut reconnaître. D'accord. Il y a des aménagements fiscaux là-bas qui sont relativement plus sympathiques qu'ici. Ok. Donc, sur ce plan, c'est l'homme d'affaires qui vous parle, ce n'est pas le patriote. J'ai préféré là où il y a des aménagements fiscaux. Oui. Est-ce que avec votre retour au pays, on peut espérer que Nafi Sal puisse également intervenir au Bénin bientôt? Mais nous avons une société ici qui est terrienne Sal, et nous sommes en train de faire une ferme de 25 hectares à Djougou. Là où nous sommes en train de parler, je dois me rendre à Djougou sur la ferme parce que nous avons lancé la production de tomates là-bas aussi. Ok, super. Donc, ce n'est pas... Moi, vous savez, je ne me reproche rien. D'accord. Je n'ai jamais été aux affaires au Bénin. Beaucoup de gens m'associent à l'ancien président Thomas Boni Yahi. Souvent sur les réseaux sociaux, ils disent « Oui, il a fui parce qu'il a mangé. » Je n'ai jamais vu Yahi Boni de mes yeux. Et je vous le dis, quand il a été relativement séquestré pendant 52 jours, je me suis battu pour lui et beaucoup ont pensé que je vous le dis, je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Jamais je l'ai vu Yahi Boni de toute ma vie. D'accord. Jamais. Alors donc la question est claire. Richard Boni Yuru n'était pas en exil. Il a décidé de rentrer au pays. Je suis là. Moi, je dis aux gens,
Je ne suis personne. Pourquoi Patrice Talon? Je n'ai jamais appelé à une insurrection. Je n'ai jamais demandé de tuer quelqu'un. Je n'ai jamais demandé. J'ai toujours dit aux jeunes gens, je ne vais jamais vous demander de sortir dans les rues pour moi. Si j'ai un problème, je vais les régler. Je ne vous demanderai jamais de sortir dans les rues pour moi. Parce que je ne pourrai pas assumer votre mort. Puisque, je vous dis, moi, quand je suis arrivé, j'ai dormi au Novotel. Oui. Au Novotel, j'ai rencontré l'ancien ministre Oswald Omeki. Nous nous sommes serrés les mains, nous avons rigolé. Pourtant, en temps normal, nous devrions être opposants, puisque je critique son pouvoir. Donc, imaginez que s'il y avait des gens qui s'étaient tués pour moi, pour dire il est en exil et je vais me tuer pour lui et tout le reste, et moi, quand je suis arrivé, nous avons bien rigolé. Il m'a dit, donc tu vois, le pays n'est pas fermé. Je dis, je le constate. Et je dis, je t'appellerai ce soir. Bon, malheureusement, j'ai été fatigué, je n'ai plus appelé. Mais voilà, nous parlons. Ah oui. Alors pourquoi est-ce qu'il serait malhonnête de demander à d'autres personnes d'aller se battre alors que nous, quand nous allons nous rencontrer, moi je n'aime pas la malhonnêteté. Peut-être que c'est pour ça que ma parole n'est pas, les gens ne m'aiment pas. Mais je ne fais pas pour ça, je ne vais pas changer mon comportement. D'accord. Alors, vous êtes à Parakou depuis quelques heures. Dites-nous, c'est quoi le programme de ce séjour? Je suis né à Parakou. Je suis né au quartier là. J'ai été à l'école à Boulaïssa. J'ai une maison ici à Parakou. Mon père est gros à Parakou. Ma belle-mère est à Parakou. Je vais manger de l'igname pilé, comme tout le monde. J'ai le droit de... Mais nous, on veut savoir qu'est-ce qui est prévu pour ce séjour, qu'est-ce qui est prévu. Il y a des actions, il y a des meetings, il y a des... Certainement, je vais rencontrer des terriers pour continuer les activités d'entrepreneuriat avec eux, voir un peu le suivi, où est-ce qu'ils en sont. On a beaucoup parlé par vidéoconférence et tout. C'est peut-être le moment de les rencontrer et puis de continuer le débat sur les questions et de voir qu'est-ce que oui, il y a des activités dans ce sens-là. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au peuple béninois? Nous tendons vers la fin de cette émission. Je voudrais dire que le seul héritage, le seul bien que nous avons, qui est le plus cher au-delà de tout, c'est le Bénin. D'accord. Et que toutes nos actions, toutes nos positions, toutes nos actions, toutes nos prises de parole et positions doivent militer à la consolidation de ce bien. Que nous ne devons jamais penser à la division, mais toujours planifier et pratiquer l'union. L'union, le développement, la prospérité partagée. Moi, je suis dans cette démarche-là. Et je voudrais inviter tout le peuple béninois à transcender les clivages et à penser Bénin d'abord. Ensuite, si nous avons un pays prospère, dynamique et uni, nous avons fait 110% du chemin. Donc, mettons-nous ensemble pour discuter du Bénin, que de discuter des clivages. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On recevait pour vous ce matin le politologue Richard Bouniourou. Avec lui, on a fait le tour de l'horizon de l'actualité. Nous avons parlé de sa fondation, Terrain. Nous avons parlé également du mouvement libéral dont il dirige depuis quelques mois déjà. Politologue Richard Bouniourou, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce moment débat avec vous. Merci. Merci également à mon confrère Banaba Soukoumoua. Merci Ismaël Balo. Avec qui on a partagé ce plateau. Terminus, tout le monde descend et à très bientôt.